Bonjour Patrice Huban. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau d'Objectif Gard ce matin. Alors vous êtes le président de France Ambition, un nouveau parti politique. Alors vous avez quelques adeptes dans le Gard, notamment dans le Gard rhodanien, si je ne me trompe pas. Comment est né votre parti politique ? Écoutez, il est né du constat suivant, c'est qu'en démocratie, normalement, un parti politique est un laboratoire d'idées qui se présente aux élections, sauf qu'aujourd'hui, hélas, dans notre pays, ce sont plutôt des écuries à individualité, pour ne pas dire à égaux. Donc nous, finalement, société civile, initialement, une centaine de personnes à travers 20 comités thématiques, on a réfléchi pendant 4 ans à un puissant projet de refondation du pays, puisqu'on estime que tout grand pays doit se réinventer tous les 50-100 ans, comme on l'a fait avec le Conseil national de la résistance, et comme on l'a fait sous le Consulat et l'Empire. Vous vous situez où aujourd'hui sur l'échiquier politique ? Plutôt à droite ? Alors, en fait, notre objectif, c'est d'avoir un puissant projet de refondation qui est extrêmement pragmatique pour résoudre les problèmes du pays. Et l'objectif, si vous voulez, on a fait le produit politique, c'est de faire le marketing et le réseau de distribution dans les territoires, dont dans le Gard, et de fédérer toutes les bonnes volontés autour de ce projet. Donc, qu'il soit de droite ou qu'il soit de gauche, voilà un petit peu l'objectif. D'accord, donc ça veut dire qu'en fait vous êtes dans un positionnement entre les deux, on peut dire un grand centre peut-être ? Alors, c'est pas du tout de l'eau tiède, c'est-à-dire on est dans une ligne gaullienne. Je ne dirais pas gaulliste, ça a été galvaudé, mais gaullienne. Le général de Gaulle n'était pas libéral, n'était pas socialiste, il était un éminent Qu'est-ce qui vous pragmatique. différencie d'Emmanuel Macron aujourd'hui par exemple ? Tout simplement parce que nous, on a une vision de la démocratie qui est fondamentalement attachée à la nation. C'est-à-dire qu'on estime que la démocratie est indissociable de la nation. Pour au moins 2 raisons. La démocratie, c'est le régime du débat, donc il faut une langue commune. Et deuxième argument, c'est que pour que des individus dans une société qui ont des intérêts différents, voire opposés, pour que de temps en temps ils regardent ensemble dans la même direction, il faut puiser des repères extrêmement puissants dans les territoires et dans l'histoire. C'est pour ça qu'on a une approche nationale au bon sens du terme. Est-ce que vous avez quelques propositions claires que vous pouvez nous annoncer ce matin sur ce que vous imaginez pour la France de demain ? Exactement. En fait, notre projet, il est articulé autour de 3 axes. Tout d'abord, financer notre modèle social et environnemental de haut niveau. Quelques exemples, par exemple je préfère vous donner d'abord les grands axes. Social et environnemental de haut niveau, non pas par l'endettement, ce qui est une fuite en avant aujourd'hui qui trouvera ses limites, mais par une baisse massive des prélèvements obligatoires, impôts, taxes, cotisations sociales sur nos PME, qui emploient 70% des salariés pour ramener ces prélèvements dans la moyenne européenne, ne serait-ce que la moyenne européenne, plus un gros effort de recherche, puisque les pays les plus dynamiques sur le temps long, Corée du Sud, Allemagne, États-Unis, dépensent beaucoup plus que nous en recherche. Grosso modo, c'est faire grossir le gâteau avant de partager les parts. Ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, c'est remettre l'État à l'endroit. C'est-à-dire remettre des moyens sur le terrain dans les 5 fonctions de base qu'attend un citoyen de l'État, c'est-à-dire santé, éducation, justice, sécurité, défense. Et enfin, c'est là le cœur du sujet, comment on finance tout ça ? C'est par une réforme intelligente de l'action publique. Aujourd'hui, la mauvaise gestion de notre argent, de l'argent des Français, asphyxie le pays à petit feu, asphyxie le pouvoir d'achat des citoyens, puisqu'il faut verser 5 000 € pour assurer un salarié 2 500 € net, ce qui est un record de l'OCDE, du monde développé, et asphyxie nos PME qui ne peuvent pas rivaliser et créer de l'emploi et de la richesse dans notre pays. Vous êtes, on peut le dire, en plus à travers les propos que vous indiquez, plutôt libéral. Vous avez d'ailleurs une proposition assez choc, puisque vous souhaitez que l'assurance maladie sorte du carcan public. Alors, en fait, le système actuel de l'assurance maladie, on a un double inconvénient. C'est-à-dire qu'on a le monopole public de l'assurance maladie, ce qui fait que ça bloque toutes les innovations. Il a fallu attendre la crise Covid pour développer la télémédecine. Le dossier médical partagé n'existe toujours pas, ce qui fait qu'on a 15% de dépenses superflues par rapport aux autres pays de l'OCDE parce que les médecins entre eux et les médecins de ville et les médecins de l'hôpital ne discutent pas entre eux. Et c'est même dangereux pour le patient parce que si vous partez aux urgences et vous êtes inconscient et qu'on ne sait pas si vous êtes allergique à un certain nombre de médicaments, on ne peut pas le savoir. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même ? On sait qu'aujourd'hui, la sécurité sociale, l'assurance maladie, c'est aujourd'hui des socles sociaux très important en France. Tout à fait. Mais ce qu'on veut, c'est mieux soigner parce qu'aujourd'hui, tous les indicateurs montrent... Il n'y a pas un risque de rentabilité derrière ? Non, pas du tout. D'acteurs privés ? Pas du tout. Nous, on veut mieux soigner les Français. Aujourd'hui, on est champion d'Europe de la dépense de santé. Sauf que dans les classements européens, on dégringole. Pourquoi ? Parce que, comme dans beaucoup de domaines de l'action publique, on dépense par exemple autant que les Allemands dans la santé, on est champion d'Europe, mais ils ont 30% de soignants en plus, 30% d'administratifs en moins. Ce qu'on veut, c'est remettre des agents publics sur le terrain. On a surbureaucratisé l'action publique. Donc en fait,
paradoxalement, il faut mieux dépenser pour avoir de meilleurs services publics. Comment réussir à trouver un espace? C'est presque la question que j'ai envie de vous poser ce matin. Comment on fait pour trouver l'espace entre cette droite aujourd'hui qui a un peu perdu sa boussole, Emmanuel Macron? Comment on fait pour trouver un espace pour France Ambition? Trouver un espace, c'est déjà... Politique, hein? Oui, tout à fait. C'est déjà de proposer un véritable projet concret de refondation du pays. Parce que, je le répète, lié à nos institutions, l'élection présidentielle précède l'élection législative, ce qui fait qu'on focalise les débats sur des individus. Imaginez, c'est dans nos propositions, si on inversait le calendrier. Élection législative avant les élections présidentielles. En 2022, je pense qu'on aurait plus parlé du programme que des individus. Et aujourd'hui, on est focalisé sur les personnalités et on se met à réfléchir aux idées uniquement 2-3 mois avant des élections majeures. Et évidemment, on en arrive à des yaka-faucons, on en arrive à des mesures démagogiques et pas du tout des mesures adaptées à la situation du pays. Quelles sont les ambitions pour France Ambition? C'est politiquement, par rapport aux échéances électorales, c'est de présenter une liste pour les européennes, c'est d'imaginer pour toutes les élections intermédiaires une présence, ou votre cap, c'est la présidentielle et les législatives? Alors, à court terme, c'est déjà, on a fait ce produit politique, il faut faire le marketing, le réseau de distribution, comme je l'ai dit. Donc, à court terme, c'est de faire connaître aux échelons parisiens, mais surtout dans les territoires, c'est le terrain qui commande, c'est là que ça se passe. C'est là la vérité des prix, entre guillemets. Et c'est pour ça que je vais dans tous les territoires pour partager une forme de Tour de France. Ça. Exactement, auprès des chefs d'entreprise, auprès des élus locaux et auprès de la presse locale, ce projet. Donc ça, c'est à court terme, le faire partager par un maximum d'acteurs et redonner de la confiance aux Français, notamment la France des sous-préfectures, la France qui fait tourner les Français qui font tourner le pays, mais qui désespèrent de ne plus espérer. Donc on veut redonner l'espoir pour dire que non seulement la France peut se redresser, mais peut-être marquer les plus belles pages de ces 1500 ans d'histoire au 21e, 22e siècle. Mais pour cela, il faut un sacré projet de refondation. Et ensuite, on est là pour créer des ponts, si vous voulez. On n'a pas d'idéologie. Donc toutes les bonnes volontés de droite et de gauche peuvent se retrouver sur ce projet puisqu'il est éminemment pragmatique. Même si on a le sentiment qu'il y avait des relations, mais peut-être que je me trompe, des relations avec David Lisnard, le maire de Cannes. Est-ce qu'il y a des ponts, des relations qui existent avec son parti Nouvelle Énergie? Tout à fait. On trace des ponts avec, je dirais, le vrai clivage pour nous aujourd'hui n'est plus entre la droite et la gauche, entre ceux qui pensent que la France est pérenne et pensent à la pérennité de la France en tant qu'entité politique souveraine. Je rappelle la démocratie attachée à la nation, parce que la nation est indissociable de la démocratie selon nous. Donc le vrai clivage entre ceux qui croient à la nation et sa pérennité et ceux qui n'y croient plus. Et donc, si vous voulez, ces tenants-là, vous les avez à droite et à gauche. Ce qui peut séparer la droite et la gauche, c'est la politique économique. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour un minimum de souveraineté, pour le retour de l'ordre dans le pays, remettre des moyens dans la justice. Et donc, David Lisnard, c'est votre champion? C'est celui dont vous imaginez qui pourrait peut-être offrir le réveil qui manque aujourd'hui à la droite? C'est pas le champion, mais il est compatible effectivement avec ce projet. On estime qu'il fait partie des individus qui peuvent porter ce projet, mais pas que, parce que je rappelle qu'il est trop tôt pour parler des individus. Il faut d'abord rassembler dans plutôt d'une logique de coalition, une logique d'équipe providentielle plutôt qu'un homme ou une femme providentielle. Il est beaucoup trop tôt pour focaliser, parce qu'on va revenir sur les errements antérieurs. On parle des individus, on ne parle pas des idées. Oui, en effet, mais on a envie de vous poser la question pour terminer autour d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, aujourd'hui, entame son deuxième mandat. Ça fait bientôt une année. Il en reste encore 4. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, dans les propositions qu'il formule, vous permet d'être en phase avec votre ambition? Non, on n'est pas en phase globalement avec lui. Alors, il y a quelques mesures intéressantes, l'inversion de la hiérarchie des normes, par exemple, pour le dialogue social, ce qui permet aux entreprises de négocier à leur niveau, etc. Mais globalement, ce qu'on reproche à Emmanuel Macron, c'est qu'il n'y a pas de cap pour la France. Son programme en 2017, déjà, c'était 17 pages, essentiellement des photos de lui. Donc, il n'y a aucun cap pour la France. Et on l'a vu, regardez, les allers-retours sur l'énergie nucléaire, le manque... On connaît bien ça ici. Exactement, et le manque de cohérence sur les retraites, par exemple, parce que ce n'est pas nos cotisations qui vont financer nos retraites, ce sont nos enfants. Or, aujourd'hui, la fécondité en France s'est effondrée. C'est un angle mort du débat. Vous voyez, il faut aller vers la retraite en capitalisation? Non, enfin, nous, on veut... pour les Français, ménager les risques. C'est-à-dire, à condition qu'on ait aussi une démographie qui soit relancée, un premier étage de solidarité nationale, mais avec des prélèvements pas uniquement sur le travail, pour ne pas pénaliser que nos entreprises,
La solidarité nationale, un premier niveau, minimum 1 000 € par mois ou 1 200 €, financé par les revenus du travail, mais aussi et surtout par les revenus du capital, les revenus financiers, les revenus de l'immobilier. Ça, c'est plutôt des mesures de gauche. Oui, exactement. Mais aussi les revenus de remplacement, c'est-à-dire l'assurance chômage et les retraités eux-mêmes. Donc il faut que l'assiette, si vous voulez, soit extrêmement large pour ce premier niveau de solidarité. C'est-à-dire que même si on n'a pas travaillé dans sa vie, la France n'a pas le droit de laisser un individu de plus de 60 à 65 ans sans ressources dans notre pays. Ça, c'est le premier pilier, c'est la solidarité nationale. Deuxième pilier, c'est une retraite complémentaire obligatoire que doit proposer l'employeur public ou privé à ses salariés. Donc quelque part, c'est davantage libéral. Voilà, c'est mettre l'Agirc-Arrco en concurrence. Et le troisième étage de la fusée, c'est ce qui existe déjà, c'est permettre aux Français qui veulent mettre du beurre dans les épinards de défiscaliser quand vous vous placez dans un plan épargne retraite, etc. Ces dispositifs existent aux Pays-Bas, en Suisse par exemple, et en Suisse vous avez un taux de pauvreté, un taux d'inégalité qui est inférieur à celui de la France. Donc ça marche. Un élément quand même de réussite probablement pour Emmanuel Macron, c'est ce fameux taux de chômage, puisqu'il n'a jamais été aussi faible depuis 30 ans. Est-ce que pour vous, c'est quand même l'une de ses réussites? Non, je ne dirais pas de réussite. Je dirais que c'est encourageant, mais ce n'est pas une réussite parce que quand vous regardez... C'est le seul qui est arrivé en 30 ans quand même. Hein. Oui, mais attendez, quand vous regardez... Oui, mais ça a baissé partout. Donc quand vous voyez le positionnement relatif de la France, le taux de chômage en France est toujours supérieur à celui de l'Union européenne. Vous voyez? Donc certes, on peut que se réjouir, mais le problème c'est que les autres pays font toujours mieux et le taux de chômage de l'Union européenne, la moyenne, est autour de 6 à 6,4% par là. Donc c'est bien, mais on est encore dans la deuxième partie. On peut mieux faire. On peut toujours la deuxième partie de la classe de l'Union européenne. Et d'ailleurs, en revanche, ce qui est important, c'est qu'il y a un chômage structurel de notre point de vue de 7% en France. Donc on aura du mal à aller en dessous de 7%. Pourquoi? Alors qu'en économie, on vous explique que c'est 3-4%. Parce qu'on a 2,5 millions d'actifs en France qui n'ont pas les compétences sociales, donc comportementales, lire, écrire, compter, etc., pour rentrer en formation et sur le marché du travail. Donc si on ne veut pas les chercher, ça c'est de la fraternité, aller tendre la main dans des formations intensives avec remise à niveau général et comportemental, découverte de métiers en tension, donc les entreprises partenaires pour faire des petites immersions, et ensuite mise en formation. Donc quelle que soit la longueur de la file des demandeurs d'emploi, ces individus-là, 7% de la population active, seront toujours au bout de cette file. Merci beaucoup, Patrice Huyband, d'avoir été avec nous. On va rappeler, vous êtes président de France Ambition et vous étiez donc dans le département du Gard cette fin de semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Objectif Gard. Merci à vous.